la princesse à dos de taureau à la communauté de destin, l'Europe, c'est plus de 2500 ans d'histoire. Un passé, un présent et un avenir que nous allons explorer. Des réussites dont nous pouvons être fiers. L'Europe, c'est aussi l'éternel champ de bataille, la folie des grandeurs et des valeurs partagées. Tant de craintes, d'espoir et de questions. Notre Europe, quelle histoire! À la fin du Moyen Âge, l'Europe révèle sa part d'ombre. La Grande Peste sème la mort et fait vaciller l'ordre établi. Désormais, rien ne sera plus comme avant. L'Europe brûle les sorcières et oublie ses valeurs, devenant pour beaucoup un enfer sur Terre. Qui la sauvera de l'obscurantisme ? Notre continent bénéficiant aujourd'hui d'une espérance et d'une qualité de vie parmi les plus élevées de la planète, nous avons banni la mort de notre quotidien. À croire que l'on meurt partout dans le monde, sauf en Europe. Pourtant, on assiste également au retour des vieilles peurs face aux épidémies, avec le sida, le virus Ebola, la grippe aviaire ou la peste porcine. Des épidémies qui semblent raviver de lointains mauvais souvenirs. Est-ce la faute d'une industrie pharmaceutique trop alarmiste ou celle de notre façon d'envisager la maladie et la mort? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ich schütze mich. Quoi? Ich schütze mich vor Ansteckung. La contagion? Mais qu'est-ce que t'as peur d'attraper? Das fragst du noch. Vogelgrippe, SARS, Ebola, Zika-Virus. Wir sind umgeben von Seuchen. Bah enfin, ça fait longtemps que ça existe plus chez nous, en Europe, tous ces trucs-là. Weißt du's? Kann sich schnell ändern. Ich bin lieber vorsichtig. Mais quel parano, hein? Maintenant, remarque, je comprends mieux pourquoi les Anglais utilisent dans leur vocabulaire le mot Angst, peur. Vous êtes quand même de sacrés trouillards, hein? Lieber Schisser und dafür am Leben. Gesundheit. Das darfst du nicht sagen. Enfin, quand on éternue en Allemagne, on dit Gesundheit, non? Ja, aber weißt du auch, woher das kommt? Niesen galt als erstes Anzeichen für eine Ansteckung mit der Pest. La peste. La peste? Mhm. Vraiment? Merci. Intéressant. Mhm. Schisser. Peu de périodes historiques ont façonné notre rapport à la vie et à la mort comme la fin du Moyen Âge. Les sociétés qui se développent alors dans les enceintes de châteaux et autour des cathédrales n'ont pourtant pas grand-chose à voir avec le monde d'aujourd'hui. Au début du XIVe siècle, le sort de l'Occident chrétien est entre les mains de la noblesse et du clergé. C'est l'époque de la toute-puissance des papes de Rome et des empereurs du Saint-Empire romain germanique. La grande majorité des Européens sont des paysans. Pour beaucoup des serfs qui n'ont aucun droit dépendent des caprices de la nature et du bon vouloir de leurs seigneurs. Certaines villes ont acquis leur indépendance et sont gouvernées par une bourgeoisie citadine qui va favoriser la prospérité et l'épanouissement de tout le continent. Florence doit ainsi son essor au commerce. Mais au milieu du XIVe siècle, elle est frappée par la Grande Peste, qui va bouleverser l'ordre social ici comme ailleurs. L'épidémie arrive par des guerriers mongols qui la propagent jusqu'à la mer Noire. Elle atteint l'Europe en 1347 par l'intermédiaire de marchands génois revenus d'Asie. Et bien sûr, elle ne connaît pas de frontières. En quelques années, la peste gagne presque tout le continent et fait plus de 20 millions de victimes, soit entre un tiers et la moitié de la population de l'époque. La mort noire va marquer durablement la vie et la culture européenne. L'écrivain florentin Giovanni Boccaccio, dit Boccace,
décrit les ravages de l'épidémie en des termes édifiants. Toute la cité était pleine de morts. Parfois, une seule bière contenait 2 ou 3 cadavres. Et il n'arriva pas seulement une fois, mais bien souvent, que la femme et le mari, les 2 frères, le père et le fils, furent ainsi emportés ensemble. Mais Boccace ne cesse pas pour autant de percevoir la beauté du monde. Tandis que la mort envahit l'Europe, il écrit son chef-d'œuvre, le Décameron, dans lequel un groupe de jeunes Florentins quitte la ville endeuillée. Au moins la fiction permet-elle encore d'échapper à la peste. Au fil d'une centaine de nouvelles à l'érotisme souvent égrillard, l'auteur célèbre la vie. Une façon de fuir le réel qui inspirera le français Rabelais, l'espagnol Cervantes, l'anglais Shakespeare ou, bien plus tard, l'allemand Goethe en Voyage en Toscane. Mais les mots sont impuissants contre la peste qui atteint les plus lointains recoins du continent. Les cimetières sont saturés. On ouvre des ossuaires. Lettre Saint-Maclou à Rouen illustre ce phénomène. La mort omniprésente devient un sujet prédominant dans l'art européen. La peste a-t-elle fait émerger un rapport à la mort particulier dans nos sociétés? À Tallinn, au bord de la Baltique, l'Église est tout aussi impuissante face à l'ampleur de l'épidémie. Les fidèles sont ébranlés dans leur foi. On pensait jusqu'alors que les bonnes actions conduisaient au ciel et que seuls les pécheurs devaient craindre le purgatoire. La vie est brutalement devenue pour tous un enfer. Nobles, membres du clergé, paysans ou bourgeois, la mort noire ne fait pas de distinction de statut. Elle chamboule toute la société. Seul demeure l'espoir dans l'au-delà. La grande peste qui ravage le continent au XIVe siècle est d'une importance majeure. Après son passage, rien n'est plus comme avant. Les Européens ont compris qu'ils étaient tous égaux devant la mort, jeunes ou vieux, riches ou pauvres. C'est le grand message que véhicule l'iconographie de l'époque. En outre, l'idée selon laquelle la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'autre chose, est également très présente. La croyance en une vie dans l'au-delà reste très prégnante dans certaines parties de l'Europe, comme à Varsovie. Depuis le Moyen-Âge, les cimetières sont ici au cœur de la ville, comme pour effacer toute distance avec les morts. Chaque année, le 1er novembre, avant la fête des défunts qui a lieu le lendemain, les catholiques viennent se recueillir sur les tombes de leurs proches à l'occasion de la Toussaint. Une tradition particulièrement vivace chez les Polonais très croyants. Les bougies symbolisent l'espoir en la vie éternelle. Ailleurs en Europe, on semble avoir oublié depuis longtemps les innombrables victimes de l'épidémie. Ainsi, à Paris, au XVIIIe siècle, les cimetières débordent. On transfère alors d'anciens ossements dans les catacombes, les entrailles de la capitale, aujourd'hui attraction touristique. La mort est reléguée loin des préoccupations du quotidien. De nos jours, la mort reste pour l'essentiel un sujet tabou. On préfère éviter d'en parler et vivre comme si elle n'existait pas dans la société d'aujourd'hui. On vit et on consomme sans réfléchir à notre finitude, jusqu'au jour où la mort vient nous chercher. Aujourd'hui, c'est surtout par l'intermédiaire de la science que nous côtoyons la mort. Démystifiée, elle prend la forme de maladies et d'agents pathogènes contre lesquels nous cherchons des parades dans des environnements contrôlés. La peste, éradiquée en Europe, ne fait plus peur. Le bacille qui en est responsable se traite par antibiotiques. Au Moyen-Âge, les Européens sont très loin de ces connaissances. Ils se sentent démunis, à la merci de l'épidémie. La maladie et la mort sont partout. De quoi faire douter les croyants. Puisque Dieu ne fournit pas de réponse,
Ils cherchent un bouc émissaire. Dans les églises, on pointe du doigt les coupables. Beaucoup d'ecclésiastiques profitent de leurs sermons pour attiser la haine des Juifs contre la volonté du pape. Les Écritures les rendaient déjà responsables de la crucifixion de Jésus. À présent, on fait courir des rumeurs extravagantes sur leur compte. Ils auraient empoisonné les puits. Dans toute l'Europe, des gens ordinaires se laissent aller à la folie meurtrière. Les Juifs sont persécutés, chassés, éliminés, par superstition et sans doute aussi par calcul. Beaucoup de chrétiens sont endettés auprès des commerçants juifs et leur reprochent de pratiquer l'usure. La Grande Peste est donc un prétexte tout trouvé pour faire disparaître une population indésirable. Est-ce donc cela l'Occident chrétien? L'Europe est-elle au bord du gouffre? Les Juifs sont également expulsés de Nuremberg au XIVe siècle. Leur synagogue est rasée et remplacée par une église. Seule une étoile de David rappelle l'emplacement de l'ancien lieu de culte, rappel d'un temps oublié. La haine est plus tenace que la peste. Au XXe siècle, sous le nazisme, Nuremberg devient le symbole de la haine virulente des nationaux-socialistes à l'encontre des Juifs. Die alten Stadt der Reichsparteitage unseren deutschen Gruß zuzurufen. Nürnberg! C'est à Nuremberg que les nazis adoptent leur loi raciale en 1935, puis détruisent l'une des premières synagogues en 1938. Un retour à la barbarie en plein cœur de l'Europe. Sous le Troisième Reich, la persécution des Juifs commence par des brimades et des actes de stigmatisation quotidiens. Des affiches aux slogans simplistes préfigurent une politique qui conduira tout droit au camp de concentration. Les nazis comparent ainsi les Juifs à des rats dans une déshumanisation totale. Et tout cela, non au Moyen-Âge, mais en plein XXe siècle. Un siècle environ après la Grande Peste, une autre catastrophe frappe le continent. Une vague de froid glacial. À l'époque, ces aléas font partie du quotidien. Les récoltes sont compromises et l'Europe a faim. Dieu semble n'apporter aucune réponse à la détresse populaire. Quant aux Juifs, ils ont été chassés ou mis à mort. C'est donc l'œuvre des sorcières. Et le clergé s'en prend désormais aux femmes. N'est-ce pas Ève qui est la cause du péché originel et qui a provoqué l'expulsion de l'homme du Jardin d'Éden? Henri Kramer, un religieux alsacien, se montre particulièrement virulent dans ce combat. L'Alsace devient une terre d'inquisition. Un décor où il est, semble-t-il, aisé d'imaginer des sabbats de sorciers et de démons. Dans les villages pimpants des alentours, on trouve encore des maisons de sorcières. Des ouvrages viennent accréditer les superstitions comme Le Marteau des sorcières, coécrit par Henri Kramer. Un manuel de chasse aux sorcières qui est sans doute aussi l'expression d'un grand désarroi. Cette chasse aux sorcières, c'est une période de petite glaciation, c'est-à-dire le climat a changé, il fait très froid, ce qui explique aussi la destruction des récoltes, la destruction du cheptel, les maladies, les épidémies, et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle cette période de crise, dans cette période de crise, les gens, comme le pouvoir en place, a besoin de se manifester et de trouver des boucs émissaires, par exemple. Hein. C'est un processus encore moderne pour aujourd'hui, donc on dégage, on trouve des boucs émissaires pour essayer de comprendre, de s'en sortir, de survivre. Les chasses aux sorcières se généralisent à la fin du Moyen-Âge, mais atteignent leur apogée un peu plus tard et sont encore monnaie courante à l'époque des Lumières. Quelques 50 000 femmes y auraient laissé la vie. Plus près de nous, en 1944, l'Écossaise Helen Duncan est l'une des dernières à être condamnée au titre de la loi britannique sur la sorcellerie. Les autorités soupçonnent ce médium d'être en possession de secrets militaires à quelques jours du débarquement allié en Normandie. Une affaire d'espionnage plus que de sorcellerie.
De nos jours, ce temps est révolu et c'est par des fêtes populaires que nous convoquons ce sombre passé. Comme la nuit de Walpurgis, célébrée en Allemagne tous les ans dans la nuit du 30 avril au 1er mai. D'autres coutumes comparables existent ailleurs en Europe. Les vieilles superstitions restent communes à bien des peuples. Dans ces fêtes, on brûle encore symboliquement les esprits malfaisants et les riffs de guitare achèvent de les chasser. Ach, es gibt doch nichts Besseres, als abends gemütlich auf dem Sofa abzuhängen. En tout cas, tu réponds clairement aux 3 critères pour être déclarée sorcière. Was? Tiens, par exemple, ce thé-là, c'est quoi? Brennnessel-Eisenkraut? Ah, botanique avérée, et ça, cet animal? Das ist eine Katze, das siehst du doch. Ton chat noir, et visiblement, tu es allé rôder à la tombée de la nuit? Ich war joggen. Peu importe comment tu appelles tes pratiques magiques, ça suffit amplement pour un procès, mais la preuve irréfutable que tu fais commerce avec le diable, c'est que... Ja? tu es une femme. Was ist das für ein Buch? Das ist ja komplett geisteskrank. Le marteau des sorcières. Ce Heinrich Kramer, ce dominicain, il était visiblement bien atteint. Aber offensichtlich hatte er vor allem Angst vor Frauen. Le petit âge glaciaire a de lourdes conséquences pour tous les Européens qui subissent de plein fouet les effets de ce changement climatique. Les pluies diluviennes compromettent des récoltes entières. Une catastrophe pour les très nombreux paysans du continent, d'autant que le système féodal leur impose de payer de lourds impôts à la noblesse et au clergé. C'est le peuple affamé qui entretient les classes aisées. Mais il en a assez et se soulève dès le XIVe siècle avec la Grande Jacquerie en France, la révolte des paysans en Angleterre et plus tard la guerre des paysans dans le Saint-Empire romain germanique. Il exige la liberté et l'égalité, pas dans l'au-delà, mais ici et maintenant. Mes frères, nous sommes libres. Et nous le resterons à jamais. En 1525, les paysans souabes rédigent un manifeste, les 12 articles. Une série de revendications sociales et religieuses qui ressemble à un embryon de déclaration des droits de l'homme bien avant le siècle des Lumières. Pendant longtemps, les paysans n'avaient même pas le droit de vote, ils n'existaient même pas. C'est vrai qu'à un moment, on a l'émergence des paysans comme un pouvoir fort qui représente un danger pour les classes politiques en général. Et les paysans sont très mal vus. On les traite à la marge, souvent on dit qu'ils sont arriérés, qui vivent dans leur village, qui comprennent rien au monde. Mais pourtant, tout le monde a besoin de manger tous les jours. Donc tout le monde a besoin des paysans. Lorsque les agriculteurs européens s'unissent de nos jours, c'est contre la politique agricole commune de l'Union européenne. Malgré des productions abondantes, ils ne parviennent pas à tirer un revenu décent de leur activité. Asphyxiés par la pression des prix à la baisse, les petits exploitants manifestent leur colère à Bruxelles. Pourtant, l'agriculture n'est-elle pas vue comme un facteur de paix en Europe? Le fait qu'on fasse le choix, après la Seconde Guerre mondiale, pendant les années 50, de construire un espace ouvert européen dont le symbole, c'est l'échange de produits alimentaires. Et donc ça, c'est pour moi, ça quand même un symbole très fort. C'est que l'Europe se construit sur quelque chose qui est essentiel, c'est l'alimentation, parce que si on ne mange pas 3 fois par jour, on ne peut pas vivre. Or, le fait que cette politique soit démantelée au service d'une industrie et que les États décident chacun de mener la politique comme ils veulent, c'est bien le symbole d'un délitement de ce que peut représenter l'Europe comme un espace commun de vivre ensemble. Au Moyen-Âge, il n'est pas question de laisser le peuple se mêler des décisions publiques. Pour la noblesse et le clergé, cette question est rapidement tranchée.
Dans un contexte de répression intérieure sévère, le roi d'Angleterre, Édouard III, déclenche la guerre de 100 ans, comme s'il n'y avait pas assez de morts en Europe. Il défie son cousin, le roi Philippe VI de Valois, pour revendiquer la couronne de France, une querelle dynastique qui va prendre des proportions dramatiques. Mais le conflit fait aussi passer au second plan les autres tensions internes, et les différences de rang s'estompent sur le champ de bataille. Les soldats se serrent les coudes. La guerre de 100 ans marque ainsi l'apparition d'un début de conscience nationale chez les Anglais comme chez les Français. Ces premières nations qui se révèlent par le fer et le sang ne seront pas les dernières en Europe. Toutes les nations ont besoin de héros. Contre toute attente, c'est une femme qui va assumer ce rôle dans la France médiévale. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne lorraine née en 1412. Elle a des visions et se sent investie d'une mission, bouter les Anglais hors de France. Elle a la certitude d'œuvrer pour le Seigneur. Jeanne, pars au secours du roi de France. Prudence. Une femme qui entend des voix pourrait bien être une sorcière. Comment s'imposer dans un univers très masculin? Elle s'habille elle-même en homme. Cela lui coûtera cher plus tard. Avant d'être autorisée à combattre pour son roi, Jeanne est interrogée par des théologiens. Mais l'on s'assure aussi de sa virginité. Une intrusion inconcevable à nos yeux. Intacta. Le 8 mai 1429, Jeanne est en première ligne à Orléans, assiégée par les Anglais. Les Français libèrent la ville sous son commandement. C'est la naissance d'une héroïne nationale, l'emblématique Pucelle d'Orléans. Grâce à elle, la couronne de France revient à un Français, Charles VII. Mais à peine sur le trône, le souverain lâche sa bienfaitrice. Il n'entreprend rien pour la sauver lorsqu'elle est capturée par les Anglais. Les nations oublient bien vite leur héros. Allez, entre. Condamnée pour hérésie, Jeanne finit sur le bûcher comme tant d'autres femmes au Moyen-Âge. Après la Révolution de 1789, les Français redécouvrent Jeanne d'Arc, quelque peu tombée dans l'oubli entre-temps. Une résurrection miraculeuse. Orléans a toujours commémoré sa libératrice, mais c'est au XIXe siècle que le culte qui l'entoure prend les proportions que l'on connaît. Le nationalisme est alors en vogue. Jeanne d'Arc devient une figure idéalisée au service d'une France indépendante, célébrée par presque tous les partis. De nos jours, la plupart des Français se contentent d'apprécier le défilé populaire avec un relatif détachement. Mais il y a des exceptions, notamment au Front National. Depuis la fin des années 1980, le parti célèbre tous les ans l'unité nationale, même lorsque ses leaders s'entre-déchirent. Un portrait géant dans un meeting du Front National. Jeanne d'Arc serait peut-être surprise du sens donné à son action par certains. Au-delà des récupérations contemporaines, la jeune femme incarne pour beaucoup la conscience nationale qui se développe pour la première fois en Europe après la guerre de 100 ans. Aujourd'hui, la fierté patriotique semblerait plutôt passer par la consommation.
Français et Anglais ne s'affrontent plus sur les champs de bataille, mais dans les rayons des supermarchés, en s'efforçant de séduire des clients avec leur production locale. Une déclinaison sans doute plus digeste du nationalisme. Da sieht man mal, was man davon hat, wenn man als heilige Jungfrau für Gott und Vaterland in die Schlacht zieht. Man endet auf dem Scheiterhaufen und irgendwann als Werbefigur auf Camembert-Schachteln. C'est vrai ça, Jeanne d'Arc. Oh, Jeanne d'Arc, tu sais, pour moi, c'était avant tout une petite adolescente qui avait un petit peu besoin de reconnaissance. Et comme à l'époque, il n'y avait ni télécrochet, ni télé-réalité, elle a pris les armes pour devenir célèbre. Das hat gut funktioniert, aber im Unterschied zu damals kriegst du heute keinen Ärger mehr mit der Kirche, wenn du als Jungstar groß rauskommen willst. Ah oui, de toute façon, le bûcher a été remplacé par les tabloïds. Le Moyen-Âge voit également l'apparition des premiers héros nationaux tchèques. Prague fait alors partie du Saint-Empire romain germanique, sous la férule de l'empereur allemand et du pape. Les habitants de Bohême en ont assez. L'un d'eux, Jean Hus, milite pour l'indépendance tchèque vis-à-vis de l'empereur et de l'Église, au nom de la foi et non par nationalisme. Au XIVe siècle, un grand schisme vient diviser la chrétienté en Occident. 3 papes finissent par être en concurrence au début du XVe siècle, à Rome, Avignon et Bologne. Jean Hus, lui, s'élève contre le système ecclésiastique et veut réformer l'Église à partir de Prague. Ses écrits circulent dans toute l'Europe. Le professeur de théologie veut ramener l'Église à ses racines. Il ne reconnaît l'autorité d'aucun pape. Seul compte pour lui la parole de Dieu, la Bible. Je vous le dis, notre Église n'a nullement besoin d'un pape. C'est entendu. Rien dans la Bible ne nous oblige à désigner un chef. Oui, les plus à même de guider notre foi, c'est vous. Jean Hus fustige la papauté qu'il accuse d'exploiter la foi des croyants. L'Église monnaie ses indulgences et vous promet le salut de l'âme. Mais elle ne fait cela que pour remplir ses caisses. L'Église mettrait à profit la peur de la mort qui hante les fidèles et leur garantirait une place au paradis, moyennant finance, un commerce florissant en période de crise. Hé, c'est un des leurs, et il a même une cassette entre les mains, ouais. Ouais. La situation s'envenime. Ça ne peut pas continuer ainsi. Le clergé est outré qu'un simple prêtre remette en question l'autorité du pape. Il en va de notre foi. Mais de quel pape s'agit-il? Jean XXIII, l'antipape de Bologne, prend la défense de l'Église contre l'hérétique de Prague, tandis que Grégoire XII, le pape de Rome, excommunie Jean Hus. C'est une nécessité. Au nom de la pureté de la foi, on jette ses écrits au feu. Et comme le formulera bien plus tard Heinrich Heine, là où l'on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. L'empereur allemand semble pour un temps plus conciliant. Il convoque en 1414 un concile des représentants de l'Église à Constance. L'empereur Sigismond se voit comme le défenseur de l'Église catholique romaine. Il veut mettre un terme au grand schisme d'Occident et inciter Jean Hus à s'amender. Le réformateur est convoqué à Constance et se voit accorder un sauf-conduit, gage de sa liberté. Il est convaincu que la vérité l'emportera, selon les préceptes de la Bible. Mais c'est un vœu pieux. Malgré les promesses, Jean Hus est emprisonné dès son arrivée.
Après des semaines d'interrogatoires et de torture, il est à son tour envoyé au bûcher. Un sort qu'il partage avec tous ceux qui osent remettre en question l'ordre établi. Mais pour combien de temps encore? La mort est partout. Elle ne fait plus peur à grand monde. Aucune tombe, aucune stèle pour commémorer à l'époque la vie de Jean Hus. Ses cendres sont répandues dans le Rhin, mais ses idées sont bien vivaces. Au XVIe siècle, ce sera au tour de Luther, Calvin ou Zwingli de contribuer à la diffusion de la réforme en Europe. Il faut attendre le XIXe siècle pour que Jean Hus soit élevé au rang de héros national tchèque. Puis c'est Václav Havel en lutte contre le régime communiste qui reprendra à son compte le mot d'ordre du réformateur « La vérité vaincra ». De nos jours, on redécouvre la moralité du personnage. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous revenons à l'essence même de l'héritage spirituel de Jean Hus. Je crois qu'en ce début de XXIe siècle, nous essayons de redécouvrir le véritable Jean Hus, y compris dans sa dimension éthique. Pour cela, il faut démêler un écheveau d'exagération et d'interprétations variées. Peu à peu, la lumière de la connaissance se diffuse en Europe. Les crises secouent le pouvoir, mais aussi la vision du monde propre à l'Église, et remettent en cause les vieilles certitudes. Ainsi, le chanoine Nicolas Copernic s'interroge sur la place du Soleil dans l'univers, et il fait de sa petite ville polonaise de Frombork un haut lieu de l'astronomie. Nicolas Copernic cherche à percer les secrets de la voûte céleste avec des moyens rudimentaires comme le triquetrum ou instrument parallactique. Pour l'homme d'église, l'astronomie est presque un passe-temps, mais ces découvertes font l'effet d'une bombe. Si le Soleil se trouve au centre de notre système planétaire, cela signifie que la Terre ne serait qu'un épiphénomène de la création. Difficile à admettre. Dans un premier temps, la révolution copernicienne se fait donc discrète. Bien qu'il ne soit pas inquiété par l'Église de son vivant, l'astronome craint la moquerie, voire des réactions hostiles à ses théories héliocentriques. Ce n'est qu'en 1543, juste avant sa mort, qu'il publie son grand traité des révolutions des orbes célestes. Luther qualifie Copernic de fou qui prétend bouleverser l'astronomie, tandis que l'Église catholique s'accroche à sa vision du monde. Les écrits du chanoine sont mis à l'index au début du XVIIe siècle et le resteront en partie jusqu'au XIXe siècle. De nos jours, même à l'Observatoire du Vatican, on a renoncé à la vieille représentation géocentrique de l'univers, partiellement héritée de l'Antiquité. L'astronome Juan Casanovas est un ecclésiastique passionné par les étoiles. Il nous explique pourquoi l'Église a pu se tromper si longtemps face à des théories scientifiques nouvelles, désormais universellement admises. Voilà mon opinion. Les problèmes des astronomes n'intéressaient pas du tout les philosophes, les théologiens. Cela ne les préoccupait pas du tout de savoir si le Soleil tourne, si la Terre tourne et si les orbites des planètes sont elliptiques. Cela les laissait totalement indifférents. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les travaux de Nicolas Copernic représentent une avancée majeure sur le chemin de la modernité et déboucheront des siècles plus tard sur l'exploration de l'espace. En son honneur, l'Agence spatiale européenne a nommé l'un de ses programmes Copernicus. Ces satellites observent non pas le ciel, mais notre planète, à l'instar des spationautes, au-dessus des nuages, là où la liberté semble infinie.
Wenn man bedenkt, was die Kirche jahrhundertelang für einen Aufwand betrieben hat, um diese ganzen wissenschaftlichen Schriften zu unterdrücken. Und am Ende musste sie dann doch immer zugeben, dass alles stimmte. Alors qu'il suffit souvent de regarder par soi-même, avec un télescope par exemple. Mais bon, le clergé avait déjà établi une vérité, enfin une soi-disant vérité, sous le sceau de l'église. Wer am Weltbild rüttelt, der rüttelt auch an den Bischofsstühlen und Thronen, dachten die damals. Die hatten einfach Angst. Mais l'ignorance, c'est une bénédiction, c'est très bien pour le pouvoir. Mais n'oublions pas que même Copernic était un homme d'église. Stimmt, es gab also auch damals vernünftige Leute. Und heute hat die katholische Kirche sogar einen Chefastronomen. Comme on dit, et pourtant, elle tourne. À Bruxelles, au XVIe siècle, on s'intéresse non seulement à Dieu et au ciel, mais aussi à l'homme. L'Europe du Moyen-Âge se trouve au seuil de l'époque moderne. Hors contexte religieux, la mort et le vivant restent des sujets tabous. Mais petit à petit, la curiosité l'emporte sur la foi et les superstitions. André Vézal veut percer à jour les mystères de l'anatomie et du corps humain. Pour ce faire, il doit se montrer imaginatif. L'Église limite strictement les autopsies humaines pour des raisons morales. Afin d'éviter toute sanction, mieux vaut disséquer des cadavres d'animaux ou pourquoi pas un rôti de porc. Problème, cela ne satisfait pas du tout la curiosité scientifique d'André Vézal. Les vieux préjugés mêlés de prescriptions plus ou moins religieuses héritées du passé font décidément obstacle au progrès. C'est du sud du continent que va venir le renouveau. La Renaissance commence au XVe siècle en Italie, la même où la peste faisait rage quelques décennies plus tôt. Dans la péninsule, royaumes, duchés et républiques se disputent l'hégémonie. Leur rivalité stimule le commerce, mais aussi l'art et les sciences, d'abord dans le nord de l'Italie, puis bientôt ailleurs en Europe. À l'université de Bologne, la plus ancienne du continent, ce vent de progrès attire ainsi les grands esprits, comme André Vézal qui obtient enfin l'autorisation de disséquer des corps humains. Il réalise ses autopsies en public dans une petite basilique avec la bénédiction de l'Église. De quoi faire jaser. Dans son théâtre anatomique, André Vézal présente à un vaste auditoire un aperçu du corps humain. La mort devient objet de recherche. La science connaît bientôt un renouveau exceptionnel. André Vézal publie ses observations dans un traité d'anatomie monumental. Ces planches extrêmement détaillées vont former la base de la médecine moderne. De nos jours, plus besoin de scalpel pour étudier l'intérieur du corps humain. Le cerveau, siège de l'esprit, a en revanche encore des secrets à livrer. Mais le berceau de la Renaissance est la ville de Florence. Ses principaux représentants y sont nés ou y ont fait leurs armes. Parmi eux, Michel-Ange et son David, inspiré de l'Antiquité. La fin du XVe siècle coïncide aussi avec l'épanouissement d'un génie universel, Léonard de Vinci. Sigmund Freud écrira plus tard à son sujet « Il semblait un homme éveillé trop tôt, dans les ténèbres, cependant que tous dormaient encore. » Léonard de Vinci incarne à la perfection l'esprit d'invention européen. Ses observations de la nature nourrissent son imagination. Et si ces machines volantes ne décollent pas, beaucoup de ces croquis préfigurent des inventions modernes. Au cours des siècles qui vont suivre, des ingénieurs concrétiseront bon nombre de ces idées.
Il est ainsi l'un des pères de la technologie moderne. L'inventeur s'intéresse également à l'anatomie humaine, et ses travaux sur la mort ont une visée artistique autant que scientifique. Comme beaucoup de grands maîtres de son temps, il considère que la connaissance du corps humain est indispensable pour en produire des représentations réalistes. Mona Lisa, sa Joconde, est sans doute l'épouse d'un marchand florentin. Un sujet profane, loin des portraits de saints du Moyen-Âge. C'est le grand retour de l'individu dans l'art européen. Léonard de Vinci contribue aussi à l'éclosion de la Renaissance en France, puisqu'il passe les dernières années de sa vie sur les bords de Loire, sous la protection de François Ier. Il conçoit l'escalier à double révolution, qui sera construit après sa mort au centre du château de Chambord. Mais c'est bien la Joconde qui va contribuer à faire de la France l'un des centres de la vie artistique en Europe. Léonard de Vinci emporte son tableau en Pays de Loire, où il le conserve sans doute sous clé. À partir de la toute fin du XVIIIe siècle, la Joconde prend ses quartiers au Louvre. En 1911, elle est dérobée par un peintre en bâtiment italien, Vincenzo Perugia, qui prétend vouloir restituer la Joconde à sa patrie d'origine. Le tableau disparaît complètement pendant plus de 2 ans. Enfin retrouvé, il fait l'objet d'une grande tournée en train dans toute l'Italie avant d'être restitué au Louvre. Il attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Nous avons laissé derrière nous les épreuves du Moyen-Âge et chassé la mort de nos vies pour nous intéresser davantage à nous-mêmes. Mais les crises ont profondément marqué notre continent, dans sa foi, sa science et ses arts. Sans mort, pas de renaissance en Europe. Et pas de sourire énigmatique sur le visage de la Joconde. Dis-moi, à ton avis, pourquoi exactement est-ce que la Renaissance représentait un changement si important à l'époque? Weil in der Renaissance das menschliche Individuum ins Zentrum rückte und sich aufmachte, um neue Welten zu entdecken. Oh, dis donc, mademoiselle, je sais tout. Et quelle individualité alors exactement? In unserem Fall sogar 2. Reinschauen, lächeln und